BFM Business, face aux entrepreneurs, Fabrice Lundi. Ah oui, c'est tout nouveau face aux entrepreneurs, donc en lieu et place de Regard sur l'actu, pendant quelques semaines, on va interroger, on va faire se confronter donc les amis de Regard sur l'actu, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui nous accompagnent tous les soirs face aux candidats et candidates donc à l'élection présidentielle. Ce sera chaque semaine évidemment en vue du grand rendez-vous donc de fin avril. Début ce soir, premier numéro avec Marine Le Pen, présidente et candidate du Front National. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Face à vous, 4 chefs d'entreprise ou représentants du monde de l'entreprise. Gilles Attaf est avec nous. Bonsoir Gilles Attaf. Bonsoir. PDG de Smuggler qui fabrique des costumes à Limoges. À ses côtés, il y a Pascal Perry. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Pascal Perry qui a créé sa société de conseil en stratégie low cost, la société PNC. Sandra Anlard est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Sandra Anlard, directrice générale d'entreprise et personnel. C'est l'association des DRH des grandes entreprises. Et Richard Caillat est avec nous. Bonsoir Richard. Bonsoir Fabrice. Président de Aiko, société cotée, présente dans une douzaine de pays européens. Aiko, c'est une société donc de communication spécialisée dans la grande distribution et la grande consommation. Alors pendant 1h30, dialogue entre vous, Marine Le Pen et donc ces 4 représentants, ces 4 entrepreneurs, sur leurs préoccupations, sur leurs attentes, donc en vue de 2012. Des questions aussi sur vos propositions. Propositions économiques qu'on va résumer, tant que faire se peut, bien entendu, avec Benaouda Abdeldaïm, rédacteur en chef ici à BFM Business. On l'écoute et puis on se retrouve juste après. L'essentiel, c'est l'abandon de l'euro. La présidente du Front National table sur une nouvelle monnaie dévaluée de 20 à 25%. L'un de ses conseillers économiques a plutôt évoqué une dépréciation de près de 10%. La Banque de France aura pour ordre de se substituer aux investisseurs internationaux, autrement dit de fabriquer de la monnaie afin de prêter à l'État une centaine de milliards d'euros par an. Un bouleversement monétaire, puis une relance budgétaire. Jusqu'à 1,4 fois le SMIC, les salaires seraient augmentés de 200 € net en les exonérant de cotisations sociales. Une contribution de 3% sur les importations serait destinée au financement de cette mesure prise en charge par l'État. Un fonds de réindustrialisation serait instauré en prélevant 15% des résultats des 50 plus importants groupes en termes de capitalisation boursière. Les ressources d'Oseo seraient doublées et les business angels bénéficieraient de nouveaux dégrèvements fiscaux. L'impôt sur les sociétés deviendrait progressif avec 3 taux en fonction de la taille de l'entreprise, 15, 25 et 34%. Au préalable, la candidate du Front National entend fusionner l'impôt sur les sociétés avec la contribution économique territoriale qui a remplacé la taxe professionnelle. Voilà, donc Benaouda Abdeldaïm, rédacteur en chef ici à BFM Business, question de fiscalité, la défense des PME, les questions de protectionnisme et la sortie de l'euro qui est un petit peu, j'ai l'impression, l'acte fondateur. Alors Pascal Perry, on vous donne la parole et puis juste après, oui. Marine Le Pen. Pascal Perry qui a fondé PNC. Bonsoir Madame Le Pen. Bon, nous avons tous conscience autour de la table que la France, avec d'autres, traverse une grave crise. Nous considérons souvent que c'est une crise budgétaire. Les budgets ont été mal gérés plutôt qu'une crise monétaire. Donc nous sommes très désireux de vous entendre sur la sortie de l'euro. Vous devez savoir que nous avons tous des emprunts en euros. Nous avons des encours en euros. Et naturellement, le changement monétaire aurait des incidences sur la vie de nos entreprises. Quand on a emprunté en euros et qu'on doit rembourser dans une monnaie qui est différente, ça peut avoir une influence sur la valeur du remboursement. Et beaucoup de nos entreprises, vous savez, sont vraiment... non pas en difficulté, mais parfois pas très loin des difficultés financières. Et donc ça aurait parfois, probablement, une incidence sur leur état de santé. Alors racontez-nous en quelques étapes comment vous imaginez la transition monétaire. Marine Le Pen. Alors, d'abord, il faut quand même être très clair sur ce que j'ai dit à plusieurs reprises. J'ai dit à plusieurs reprises que je ne crois pas à la viabilité de l'euro. Je pense que la situation actuelle est une seringue dont on ne sortira pas par le piston et que la construction européenne et la mise en place d'une solidarité qui est intenable entre les différentes dettes des pays européens fait que la zone euro, je le crois, va s'effondrer. Je le dis depuis déjà un certain nombre de temps. J'ai d'ailleurs été la première à dire que la zone euro allait avoir d'énormes problèmes. À l'époque, on me riait au nez. L'euro était là pour 1000 ans, nous expliquait-on, il n'y avait aucune difficulté. C'est donc un problème monétaire pour vous, pas budgétaire.
Non, je pense qu'en réalité c'est un problème monétaire parce que il vous a pas échappé, évidemment, vous êtes les acteurs principaux, que depuis la mise en place de l'euro, il y a eu deux phénomènes qui se sont déroulés. D'abord, on a eu la croissance la plus faible du monde dans la zone euro dans les 10 dernières années. C'est une croissance quasiment stagnante, alors que d'autres espaces monétaires avaient des croissances plus importantes. Et qu'il y a eu une évaluation de l'euro. L'euro qui, à un moment donné, je pense que ça devait être vers 2002, était à 0,84 $, s'est retrouvé au fur et à mesure du temps à 1,30 $. Or, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'un des problèmes majeurs de la compétitivité de nos entreprises, c'est la monnaie. C'est la surévaluation de la monnaie qui est un des inconvénients majeurs pour la compétitivité de nos entreprises. Or, on ne veut pas remettre en cause cette monnaie parce que cette monnaie n'est plus envisagée de manière pragmatique comme un instrument, elle est envisagée de manière dogmatique. C'est une sorte de religion pour lequel d'ailleurs on nous avait promis, il faut bien le dire, le paradis et qui nous a, je le crois, plutôt jeté en enfer. La simple sortie de l'euro n'est pas suffisante et je vais répondre tout de suite à une question que vous allez me poser. En réalité, le plan de vigueur que je propose, et qui s'oppose au plan de rigueur qu'on nous impose, est un plan qui s'appuie sur un trépied. C'est-à-dire la manière de soutenir et de relancer un pouvoir d'achat, parce que je pense qu'il ne pourra pas y avoir d'avenir pour les entreprises françaises si on assiste à un effondrement du pouvoir d'achat, le levier monétaire pour retrouver une compétitivité et un protectionnisme intelligent, raisonné, si on pouvait sortir des caricatures qui sont faites traditionnellement, où on va vivre en autarcie, fermer les frontières, ça n'est évidemment pas mon objectif. Mon objectif, c'est presque de faire de la microchirurgie, parce que c'est ça qu'il faut faire avec les droits de douane, en accord avec les entreprises dans le cadre d'un plan de réindustrialisation que j'ai appelé une planification de réindustrialisation qui se fait évidemment avec les industriels. Donc, je crois que le système qui a été construit est un système mortifère dont objectivement on ne peut pas sortir sans retrouver notre liberté monétaire. Et pour pouvoir avoir une monnaie qui corresponde à notre économie et nous rende compétitifs, on ne peut pas rester dans l'euro, sauf à imaginer, mais c'est quand même assez mal parti, que l'ensemble de l'Union européenne accepte de laisser se déprécier l'euro. On voit bien que ça n'est pas ce que... Ce ne serait pas le plus simple? Alors, ce serait une première étape. Vous avez envie ou pas de quitter l'Union européenne ou pas? Non, mais je pense, si vous voulez, que quand j'ai dit... Donc, je reviens donc au début de mon explication et j'ai dit, je pense qu'il faut anticiper le retour aux monnaies nationales plutôt que de subir un effondrement dont vous admettrez avec moi que s'il intervient, il va être cataclysmique. Et je pense que dans le cadre de cette préparation, de cette organisation du retour aux monnaies nationales, on peut effectivement passer, c'est une des propositions qui a été faite d'ailleurs par M. Rosa, par une première phase de dépréciation de l'euro, puisque ceci se déciderait avec les partenaires, avec nos partenaires européens. De combien alors? Est-ce que vous l'avez chiffré, cette dépréciation? Oui, mais si vous voulez, c'est l'objectif qu'il faut avoir, plutôt que, vous le savez bien, plutôt que la manière. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Nomura, quand il a fait son analyse, la banque Nomura, a fait une analyse, une hypothèse de retour à des monnaies nationales. Bon. Mais quand il a fait cette hypothèse, on voit d'ailleurs que le marque s'apprécie un peu, que le franc nouveau se déprécierait de 10%, mais à l'époque, l'euro est à 1,40 ou 1,30 quand il fait cette hypothèse. Demain, il peut être à 1,20 ou à 1,50. Donc c'est l'objectif qu'il faut avoir en vue. L'objectif, c'est, parce que je crois que il n'y a qu'à ce niveau-là que nous pouvons récupérer une compétitivité par rapport aux pays qui nous font un dumping social, environnemental et monétaire, ce serait entre 0,9 et 1,15 $. Toutes les entreprises, et Pascal Perry a démarré donc cette émission en disant on a emprunté donc en euros et on aurait des emprunts à rembourser qui seraient encore plus chers. Cette dépréciation que vous estimez à 10% si on revenait aux francs, c'est ça, Marine Le Pen? C'est-à-dire qu'on n'aurait plus d'euros dans ces conditions. Oui, mais alors par exemple, Gilles Attard, la masse, pardon Fabrice, ouais. la masse monétaire à rembourser serait appréciée, elle augmenterait. Vous avez en France des entreprises qui ont des résultats nets, parfois à 0, parfois à 1 ou à 2 points. Pour ces boîtes-là, comment on fait? Non mais encore une fois, moi ce que je veux, c'est faire une parité, 1 franc, 1 euro.
Mais ça va coûter extrêmement cher à l'économie française, non? Ça veut rien dire, ça. En soi, non mais en soi, ça veut rien dire. Là, actuellement... Mais un franc, un euro, ça veut dire un franc égale un euro, ça veut dire que le nouveau franc vaudrait, bah, évidemment, oui. c'est pas l'ancien franc. Vous voulez le débaptiser. Bah, évidemment, voilà, le nouveau ça, franc, la confusion. le franc 2012, en quelque sorte, vaudrait un euro. Alors ça crée la perturbation, c'est ceux qui nous écoutent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la baguette qui était à 1 euro vaudrait un nouveau franc, que le loyer qui est à 400 euros serait à 400 nouveaux francs. Quel est l'objectif pour moi? C'est d'éviter la perturbation monstrueuse qu'on a pu voir lorsqu'on est passé du franc à l'euro, avec la valse des étiquettes, avec la double comptabilité, la double caisse, bon, qui a entraîné, encore une fois, une déstabilisation de nos systèmes, de notre système économique. Gilles Attaf, vous à la tête de Smuggler, les entreprises, elles sont prêtes, elles envisagent comme ça, dans des scénarios extrêmes, ultimes, un retour au franc ou au nouveau franc, comme en tout cas la fin de l'euro, comme le préconise Marine Le Pen? Au franc Le Pen, on va pouvoir appeler ça comme ça peut-être, le nouveau franc serait le franc Le Pen. Que va valoir le franc Le Pen au niveau international et par rapport à nos partenaires européens? Moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que parce que c'est vrai qu'au plus fort de la crise... Ça a été fait, ça a été analysé. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que je reproche beaucoup à la vie politique française, vous savez, c'est qu'autant en Allemagne ce débat existe, autant c'est vrai qu'en France il n'existe pas. C'est-à-dire dès que vous remettez en cause l'euro, vous êtes plus face à des anathèmes. Non mais c'est vrai, c'est souvent comme ça sur les plateaux politiques. Hein. On est plus face à des anathèmes que face à des réflexions pragmatiques. C'est pour ça que vous êtes en face de chefs d'entreprise. Je suis parfaitement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même la Banque centrale suisse a travaillé sur cette hypothèse. La Grande-Bretagne a travaillé sur cette hypothèse. Des grandes entreprises françaises, on le sait aujourd'hui, ont travaillé sur des hypothèses de retour aux monnaies nationales. Et il est sain de le faire d'ailleurs, parce que, encore une fois, on voit bien quand même, permettez-moi, qu'on est quand même dans la politique de l'improvisation au niveau européen et qu'on ne sait pas du tout comment va terminer tout cela. En tout cas, moi je le sais et je pense que ça va se terminer très mal. Paul Krugman, que j'avais ici à votre place hier soir, qui est prix Nobel d'économie, nous disait que finalement le pire était derrière nous et qu'on commençait à envisager donc finalement un avenir plutôt radieux, et peut-être que le sommet européen d'hier soir en est un exemple. Alors il est très contradictoire avec lui-même, Monsieur Krugman, parce qu'au-delà du fait qu'il nous propose de baisser tous les salaires de 20%, ce qui serait quand même un petit peu une régression. Non mais il a dit, il s'est prononcé. Je parle pas de salaire, je parlais de la stabilité de la zone euro. Il s'est prononcé pour une sortie concertée de l'euro. Il a dit la seule chose que devrait faire l'Union européenne, c'est se réunir et organiser le retour aux monnaies nationales. Et il a dit d'ailleurs, il est aussi facile de tomber en faillite avec la couronne qu'avec l'euro, mais il est beaucoup plus facile de sortir de la faillite avec la couronne qu'avec l'euro. Donc il y a quand même des points de convergence dans les analyses que nous pouvons faire, même si je ne partage pas sa volonté de baisser de 20%. On vous retrouve dans un instant. Marine Le Pen, candidate du Front National à l'élection présidentielle, face à 4 entrepreneurs réunis ce soir ici à BFM Business, qu'on va retrouver dans un instant. Je voudrais absolument entendre dans un instant Richard Caillat, Sandra Anla, et puis toujours avec nous Gilles Attaf et Pascal Perry. Bonne soirée, à tout de suite. Et Marine Le Pen est face aux entrepreneurs candidats du Front National. On était avec Richard Caillat, Sandra Anla, Gilles Attaf et Pascal Perry. Quand on vous écoute, Marine Le Pen, le désendettement de la France pourra se faire grâce à la sortie de l'euro, on vient d'en parler, on va y revenir bien entendu, et au protectionnisme national. Ce protectionnisme national doit s'accompagner d'un plan de réindustrialisation organisé avec le monde de l'entreprise, dites-vous, de façon progressive. Alors quand on parle des questions industrielles, des questions de produire en France, du Made in France, qui est très présent dans les programmes des différents candidats à la présidentielle, Gilles Attaf est avec nous, c'est le PDG de Smuggler, qui fabrique des costumes et qui n'a jamais voulu se délocaliser. Vous êtes resté, Gilles Attaf, installé dans la Haute-Vienne, à Limoges. Vous avez une question, vous avez une réflexion à Marine Le Pen? Oui, alors justement, à ce propos, on parle beaucoup des relocalisations en ce moment, c'est devenu un thème à la mode dans la campagne présidentielle. Je crois qu'en fait, ça a été récupéré, mais au départ, c'est une vraie volonté des consommateurs, des clients. Nous, on le ressent depuis des années, d'avoir une traçabilité du produit, de promouvoir un savoir-faire. Je voulais savoir ce que vous comptez faire pour les entreprises qui, elles, n'ont pas délocalisé. Parce qu'on parle beaucoup des relocalisations, mais nous, on n'a jamais délocalisé, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu un effet d'aubaine pour certaines entreprises en disant on va relocaliser, on va reprendre le Made in France à notre compte. Voilà. Est-ce que vous avez des idées pour des entreprises qui n'ont pas
fait disparaître leur savoir-faire, parce qu'aujourd'hui le problème numéro 1, je pense, c'est que dans l'industrie il y a beaucoup de savoir-faire qui est parti. Aujourd'hui c'est difficile de retrouver un savoir-faire quand on l'a perdu. Voilà. Que faire pour les entreprises qui n'ont jamais délocalisé? Alors Marine Le Pen, votre réponse? Bon, la réponse va être d'ailleurs multiple. La première chose pour sauver les entreprises, c'est de sauver le marché. Pour sauver le marché, il faut qu'il y ait de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des clients. Si vous n'avez pas de clients, vous n'aurez plus de marché. Ça veut dire que moi, je m'oppose aux cures d'austérité pour des raisons aussi pragmatiques. C'est que tout ce qui contribue aujourd'hui à créer une austérité dans notre pays va entraîner un grippage de l'économie. Donc la première des mesures que je peux, c'est paradoxal, mais de soutien aux entreprises, ce sont les 200 € que je propose de faire prendre en charge par l'État de la part salariale des cotisations sociales. Pourquoi j'ai fait ça et pas une augmentation du SMIC? Parce que je sais très bien qu'une augmentation du SMIC, c'est une augmentation des charges pour l'entreprise. Et je sais très bien que beaucoup d'entreprises, comme vous dites, sont à ce niveau-là et parfois même à ce niveau-là. Bon, et donc je ne veux pas charger la barque, mais je veux pouvoir agir sur le pouvoir d'achat. On va y revenir sur le pouvoir d'achat, sur ces mesures, ces 200 €. Ce pouvoir d'achat, c'est autant, si vous voulez, d'argent qui est injecté dans l'économie. Deuxièmement, je pense que le carcan de l'Union, c'est pas que je pense, je suis sûr que le carcan de l'Union européenne nous a empêché de faire ce qui m'apparaît être une évidence, à savoir mettre en place un patriotisme économique. Le patriotisme économique, ça va passer par d'abord la priorité, un Small Business Act. Ça, c'est déjà une première chose, qui est en partie interdite par l'Union européenne. Préférence nationale pour les PME tricolores. Oui, bien vis-à-vis sûr. des marchés publics. Bien sûr. Et il est évident que les marchés publics, qui donc sont alimentés par l'argent public, doivent évidemment en priorité venir au soutien des entreprises qui sont des entreprises françaises. Or, aujourd'hui, avec les appels d'offres, on a un peu avec l'Europe, on est obligé de faire partie d'un appel d'offres et on ne peut pas être compétitif. Et je vais même que faire pour que l'on soit compétitif aujourd'hui au sein il faut renégocier ces traités européens. On ne s'en sortira pas sinon. On en arrive à une situation... Difficile de renégocier les traités on en arrive européens. à une situation, c'est intéressant, où on parle de tous les cas où l'administration française se fournit à l'étranger. Oui. On fait les cartes d'identité à l'étranger, on fait les chaussures de l'armée à l'étranger. Et donc en réalité, c'est presque l'État qui est incitateur pour aller plutôt vers des entreprises étrangères. Parce qu'elles sont moins chères. Donc il faut... Oui, mais c'est pas le problème, c'est que encore une fois, moi ce que j'explique... On cherche de l'argent pour les caisses de l'État. Attendez. Les caisses de l'État, elles sont ruinées par le chômage de masse. Plus on ira faire travailler des travailleurs à l'étranger, plus il y aura de chômage en France, plus ça pèsera sur les charges des entreprises et plus ça pèsera sur les déficits sociaux de l'État. Ça, c'est aussi une réalité. Donc on est dans un cercle vicieux. Est-ce qu'on part dans un cercle vertueux? Deuxièmement, je pense qu'il y a quand même un problème de l'État, de l'administration par rapport aux entreprises. Je veux dire, il y a eu des sondages qui ont été faits, 70% des entreprises allemandes disent l'administration nous aide, 80% des entreprises indiennes disent l'administration nous aide, et en revanche, quand on se tourne vers les entreprises françaises disent l'administration c'était un handicap pour nous. Alors moi, j'ai proposé la création d'une administration dédiée aux PME. Ça existe aux États-Unis, mais là encore, il va falloir que j'explique à l'Union européenne que je ne peux pas faire autrement de le faire, parce que l'Union européenne interdit cela également. Or, je crois qu'avoir un guichet unique pour les PME, comme il existe aux États-Unis, ça s'appelle la Small Business Administration, qui a vocation à réunir toutes les problématiques qui sont celles des entreprises, m'apparaît être un moyen de recréer, de reconstituer, si vous voulez, une administration qui soit un soutien au développement de l'entreprise et pas un handicap au développement de l'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est un état d'esprit. Bon. Et puis, il faut les financer. Allez-y, Gilles Attaf, allez-y. Votre patriotisme national, c'est ni plus ni moins que du protectionnisme, en fait, quelque part. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie d'exporter aussi les produits fabriqués en France. J'ai envie d'exporter mon savoir-faire. Si nous, on fait un protectionnisme en France, est-ce qu'on ne va pas avoir des pays barrières qui vont en rétorsion? Alors, moi, je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus... Et puis, on est adhérent de l'OMC aussi, Marine Le Pen. Mais je voudrais... On ne peut pas faire n'importe quoi en termes de commerce. Je voudrais quand même qu'on aille un tout petit peu plus loin, parce que je parle à des chefs d'entreprise, et donc vous êtes parfaitement capable de vous projeter dans le cercle vicieux que je suis en train de vous donner. D'abord, encore une fois, les droits de douane sont des droits qui ont vocation
à régler les problèmes, les plus grosses différences de compétitivité et donc de résoudre le problème du dumping environnemental et du dumping social. On est d'accord. Ça a d'ailleurs une vision humaniste, puisque l'idée des droits de douane, c'est de pousser les pays émergents à augmenter leur niveau social. Parce que si ils ont un intérêt à mettre en esclavage les salariés et qu'il n'y a rien pour compenser cette mise en esclavage... Est-ce que vous allez jusqu'à l'Allemagne? Est-ce que vous allez jusqu'à l'Allemagne où, par exemple, en Allemagne, il n'y a pas de SMIC? Mais voilà, non mais si vous voulez... je pense que, honnêtement, je sais qu'un certain nombre qu'un candidat à la présidentielle a dit de moi que je suis semi-démente. Je dis officiellement que je ne le suis pas. Je dis vous mettez Mélenchon. Ce que je veux vous expliquer, c'est que quand j'utilise mes droits de douane, je ne suis pas une brute ni un front bas. L'objectif de ces droits de douane, c'est quand je vous dis que c'est de la microchirurgie, c'est que c'est de la microchirurgie. L'objectif, c'est évidemment de ne pas les mettre en application avec des pays qui ont à peu près le même niveau économique. L'Allemagne qui est un de nos partenaires commerciaux les plus essentiels, qui n'a pas les mêmes droits sociaux que la France, il n'y a pas de SMIC en Allemagne par exemple. Qu'est-ce que vous faites par exemple par rapport à l'Allemagne qui n'est pas un pays émergent, qui fait travailler les enfants ou qui je récupère ma compétitivité avec ma monnaie. Parce que c'est ça en réalité. Si vous voulez, c'est le carcan. Vous ne mettez pas de taxe avec l'Allemagne. C'est l'impossibilité de bouger au sein, c'est le carcan de l'euro qui nous a mis dans la situation de perte de compétitivité. L'euro a aggravé en quelque sorte l'écart de compétitivité entre l'Allemagne et nous. Donc sur l'Allemagne, a priori, il n'y a c'est pas le pays où on mettrait immédiatement des taxes. Deuxièmement, encore une fois, moi quand je vais mettre des droits de douane, on peut pas arrêter tout de suite parce que ça a une logique. Si, il y a les infos, mais quand je vais mettre des droits de douane, je vais les mettre sur une planification de réindustrialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas mettre des droits de douane brutalement de 40% sur des produits qu'on ne fabrique plus en France. Je vais venir vous voir, on va se réunir. Et je vais dire, écoutez, voilà, je pense que tel produit, il y a une capacité, un marché intérieur à retrouver. Donc je vais faire des droits de douane de 5% la première année, 10 la deuxième, 15 la troisième, 25 la quatrième. À vous de vous mettre en position au moment où vous savez que vous allez pouvoir être compétitif avec ces droits de douane, pour retrouver des parts du marché intérieur. Bon, allez, Marine Le Pen, dans un instant, on va la retrouver avec Richard Caillard. Richard, ça sera à vous juste après, je vous promets, le patron de Aeco. On sera avec le patron de Smuggler, Gilles Attaf, Pascal Perry à la tête de PNC, son cabinet de conseil en stratégie low cost, et Sandra Anlard qui interviendra évidemment sur tout ce qui est monde syndical, gestion des ressources humaines. C'est important aussi dans le programme de Marine Le Pen. À tout de suite sur BFM Business, face aux entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, ce soir, il y a Richard Caillard à la tête de Aeco, un groupe de communication qui travaille avec la grande distribution, la grande consommation, groupe côté Gilles Attaf, PDG de Smuggler qui fabrique des costumes à Limoges dans le département de la Haute-Vienne. Sandra Anlard, la directrice générale d'entreprise et personnel, c'est-à-dire l'association des DRH des grandes entreprises. Et Pascal Perry qui a fondé son cabinet de conseil en stratégie low cost, le cabinet PNC. Tous donc, qui interrogent, qui dialoguent avec Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, candidate du Front National. Vous allez beaucoup dans les usines, on parlait beaucoup d'industrie il y a quelques instants avec vous, Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a à vos yeux des secteurs condamnés? Est-ce que, par exemple, Sifrance, le Jabi, bon, Sifrance, c'est pas forcément de l'industrie, mais enfin, en tout cas, c'est une activité économique, une boîte qui va fermer. Il y a eu beaucoup de fermetures d'entreprises. Est-ce que ces boîtes, pouvaient être repris ou il fallait complètement les fermer? Non, mais je ne crois pas qu'il y ait des secteurs qui soient comme ça condamnés. Je crois évidemment, comme tout le monde, à la recherche et à l'investissement, où je fais un domaine dans lequel je fais un effort tout particulier d'ailleurs dans mon projet. Mais on s'aperçoit quand même que l'ouverture totale à la concurrence internationale a eu des conséquences extrêmement rapides sur un certain nombre de secteurs économiques. Je veux dire, le jouet, le textile, la chaussure, ça n'a pas mis longtemps quand même à disparaître. Or, je crois qu'il y a un marché intérieur. Mais pour répondre, excusez-moi, parce que j'ai pas tout à fait répondu à ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, rappelez votre question, Richard. Non, mais je disais, par exemple, l'Allemagne est un des partenaires principaux dans le commerce international. Bon. Est-ce que vous mettez des... Est-ce que vous mettez une taxe à l'Allemagne? Vous dites non. Mais à chaque fois que vous allez progressivement monter des taxes protectionnistes, vous savez bien que vous allez, face à nous, faire monter par réciprocité les mêmes taxes dans les autres pays. C'est-à-dire qu'on va moins importer, certes, vous allez protéger le marché français, mais vous allez aussi obstruer, pour nous, les perspectives... Alors, je crois pas... Est-ce que pour un jeune chef d'entreprise aujourd'hui qui démarrait, vous lui conseilleriez de ne travailler que sur le marché français, pour les consommateurs français, avec des salariés français, pour produire français? Mais on a l'impression que vous avez un discours qui se résume à la France. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Vous nous protégez de l'extérieur, certes, mais que vous nous empêchez aussi
d'aller sur la compétition mondiale. Il y a un côté un peu suicidaire, pardon. Je crois absolument pas, parce qu'excusez-moi, mais si on regarde le déficit de la balance commerciale, permettez-moi de vous dire que c'est quand même depuis l'euro que nous avons plongé. Nous sommes à 75 milliards de déficit. Les Allemands, l'euro également, Marine Le Pen, non? Est-ce que la solution c'est excédentaire? Attendez, soyons clairs. Est-ce que la solution, nous avons commercé quand même avant l'euro. Ouais. Nous commercions même plutôt positivement. Bon, soyons clairs aussi en rappelant, et les chefs d'entreprise ne peuvent pas le nier, qu'il existe beaucoup de pays plus petits, plus peuplés, moins peuplés, qui eux-mêmes ont un protectionnisme auquel nous nous soumettons déjà. Donc nous serions isolés dans le monde, les seuls à avoir les portes et les fenêtres grandes ouvertes et à être incapables de se protéger quand les États-Unis se protègent, le Canada se protège, la Chine se protège. On sait très bien que Renault essaye d'aller en Chine et PSA aussi, et qu'ils ont les pires difficultés parce que la Chine dit oh, vous savez, moi j'envisagerais bien de fabriquer des voitures en Chine. Citroën, c'est l'un des grands constructeurs chinois. On se félicite de la vente des Rafales, mais on apprend, parce qu'on n'a pas lu, si vous voulez, la petite clause écrite en minuscule, qu'en réalité il y aura 18 Rafales qui seront fabriqués en France. Donc vous voulez qu'on se protège. Et que 112, je pense qu'il faut utiliser les droits de douane avec intelligence. Pardon, je reviens sur le Rafale. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Marine Le Pen, ce contrat donc qui va être signé et qui est annoncé aujourd'hui par Dassault, 126 Rafales, il y en a à peu près pour 11 milliards à peu près. C'est une petite bonne nouvelle qui cache une énorme mauvaise nouvelle, parce que si sur 120 Rafales, il y en a 102 qui sont fabriqués à l'étranger et font travailler des salariés étrangers, et en plus au passage on transfère la technologie parce qu'on fait ça régulièrement. Ça c'est la règle du jeu. Oui, bien sûr, c'est la règle du jeu, c'est ça. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à toi est à moi est à moi. Voilà, que les Indiens c'est sûr, il n'y a aucun problème. Les Indiens vont piller la technologie. C'est la jungle auquel on s'est soumis. Les Indiens vont piller la technologie de Dassault. Ils n'ont pas besoin de la piller, monsieur, on leur donne. Ils n'ont pas besoin de la piller. On a transféré la technologie pour les trains, pour les avions à la Chine. On a pensé, par une sorte de racisme quand même, permettez-moi, que les Chinois, ils étaient bons à fabriquer les babouches. Non, les Chinois, ils sont aussi intelligents que nous. Si on leur donne le mode d'emploi, ils savent fabriquer des avions et moins cher. Et des trains et moins cher. Bon, donc on est arrivé en disant on va faire du luxe. Ils savent aussi faire du luxe si on leur donne... Moins bien que nous. Oui, mais moins bien que nous, parce qu'on a des marques, c'est Gilles Attaf qui a parce qu'on a un savoir-faire. Mais si vous transmettiez votre savoir-faire, il saurait vous imiter, je veux dire, c'est ça qui est terrifiant. Bon, donc, puis j'aimerais revenir, mais juste une minute. Allez-y, Marine Le Pen et après Pascal Perry. Pourquoi je suis contre les plans de rigueur? Pourquoi je pense que c'est un assassinat de l'économie? C'est que, en tuant le pouvoir d'achat français, mais on tue le marché intérieur. Or, le marché intérieur, ça soutient la croissance mondiale. Ça soutient la croissance des Pascal BRICS. Perry. Mais oui, mais si vous tuez la croissance mondiale, à qui vous allez vendre? À qui allez-vous vendre? Puisque nous aurons effondré le pouvoir d'achat en France et qu'une partie de ce pouvoir d'achat s'exprime dans les importations. Mais alors, à qui allez-vous vendre si jamais on a une récession mondiale comme c'est en train de se préparer? Pourquoi croyez-vous que tous les pays contestent les plans de rigueur qui sont opérés en Europe, parce qu'ils craignent qu'une chose, c'est que ça... Donc Madame Le Pen, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui crée son entreprise aujourd'hui de se concentrer sur le marché domestique? La réponse est oui. Non, je lui conseille, s'il est une entreprise qui a la capacité d'exporter, mais je ne veux passer pas ou l'un... Mais avec quelles règles aussi? Ou l'autre. Je veux une économie mixte, parce que ou l'un ou l'autre... Mais vous conviendrez que si on met en place une politique protectionniste, exporter, ça deviendra plus difficile. Je ne le crois pas du tout. Voilà, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à cela parce que le fait de nous protéger, en réalité, nous permettra de faire ce que tous les autres font. Donc c'est déjà en soi une mesure de rétorsion, puisque pourquoi subirions-nous des droits de douane dans des pays et nous-mêmes ne serions-nous pas capables... Est-ce que pour vous... Alors, Richard, et puis, allez, Sandra, on l'a. Quand même enclencher une escalade, il va quand même y avoir des phénomènes de rétorsion. Or, on a parlé des PME, PMI. Il y a aussi quelques grands groupes en France. Ces grands groupes, il se trouve que nous travaillons avec eux régulièrement en entreprise et personnel. Ils sont beaucoup à l'étranger. Ils vivent aussi grâce à l'étranger. Ils ont des politiques internationales. Surtout grâce à l'étranger. Et c'est extrêmement vital pour eux de se penser sur des stratégies internationales. Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec un rétrécissement malgré tout, un protectionnisme malgré tout, on va générer des phénomènes d'escalade et leur faire fermer les marchés. seront dommageables. C'est que c'est un peu le marché autorégulateur
le mondialisme, l'ultralibéralisme, le pas d'obstacle nulle part. On est très loin. Pas d'obstacle nulle part. Ça fait fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Mais on n'est pas là-dedans. Alors moi, madame, que les grands groupes... J'ai l'impression que c'est un peu caricatural, non? Ah non, ça n'est pas caricatural. Vous pensez qu'on est dans l'ultralibéralisme aujourd'hui dans le monde? Écoutez, moi, alors vous avez évoqué les règles de l'Europe à l'instant. Madame, je ne vais rien vous apprendre parce que vous savez beaucoup mieux que moi, mais je vais peut-être apprendre à un certain nombre de gens qui nous regardent. Aujourd'hui, la Chine, eh ben, c'est trop cher. Alors maintenant, on demande aux gens d'aller où? Au Bangladesh. Voilà. Et on demande d'y aller au Bangladesh parce qu'il y a une franchise de droit sur les produits qui seront importés du Bangladesh. Or, on va regarder les prix du Bangladesh. Ils se sont battus, ils ont fait une lutte sociale pour passer de 19 € à 35 € par mois. Alors c'est pas de l'esclavage, ça. Et sur la Chine, il y a 12,5% de droits pour rentrer en Europe, mais sur le Bangladesh, il y a 0 droit. Alors on va pousser toutes les entreprises à aller là où il y a le plus d'esclaves, où on peut mettre les gens le plus en esclavage. Est-ce que c'est ma vision? Mais les entreprises françaises peuvent aussi, dans ces pays-là, petit à petit imposer des politiques sociales, regardez Danone, regardez des entreprises comme ça, mais oui, qui font bouger les choses. Ce qu'elles n'ont pas fait en France, elles vont aller faire. Elles le font aussi en France. Oui, elles le font aussi en France. Permettez-moi de penser que quand même, quand il y a des règles, c'est plus facile. Deuxièmement, pour les grands groupes, moi je suis très heureuse que la France ait des grands groupes. Mais si les grands groupes finissent par ne plus jamais créer d'emplois en France, permettez-moi de vous dire que je considère qu'ils ne sont pas ma priorité. Moi, ma priorité, c'est ceux qui créent de l'emploi en France. Parce que moi, je veux être présidente de la République, voyez-vous. Bon, je veux pas être à la tête d'une multinationale. J'ai un peuple dont je suis censée travailler au bien-être. Alors, les PME, PMI, je m'aperçois, et pour en revenir tout à l'heure à ce qu'on disait avec l'Allemagne, il y a des mécanismes qu'il faudra revoir sur la fiscalité des PME, PMI, qui aujourd'hui sont des obstacles. Bon. Et vous savez quoi? On va y revenir dans un instant, parce qu'on va aller sur les marchés. Là, Marine Le Pen, je suis désolé, c'est la règle. Hein, on donne la parole. On suit New York. Sur les marchés. Bah oui, vous n'y avez rien contre, j'espère, les marchés. Vous ne fermez pas les marchés quand vous arrivez. Non, je ne Bon, pas les très bien. Les marchés américains. Face aux entrepreneurs, Fabrice Lundy. Face aux entrepreneurs, on est toujours avec Marine Le Pen, la défense de l'entreprise, le soutien aux PME. Je rappelle quelques-unes de vos propositions, Marine Le Pen. La création d'une banque publique d'investissement par le doublement du capital d'Oseo, progressivité de l'impôt sur les sociétés, 15, 25, 34%, la création d'un fonds de financement des PME abondé par les 50 plus grosses capitalisations boursières du pays, développement des business angels. Sandra Anlard est avec nous, directrice générale d'entreprise et personnel. Donc, l'association des DRH des grandes entreprises. On vous écoute justement. Quelles sont vos demandes, quelles sont vos interrogations, vos attentes vis-à-vis du programme de Marine Le Pen? Moi, j'ai des questions un peu différentes peut-être de ce qui a été évoqué pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. En particulier, toute la question de la négociation sociale, du dialogue social, est quelque chose sur lequel j'aimerais bien vous entendre. Comment est-ce que vous concevez la relation au syndicat? Quelle place vous avez envie de donner à la démocratie sociale? Comment vous envisagez l'évolution de ce dialogue social? Bref, c'est un sujet sur lequel Et quel doit être le rôle de l'État aussi, hein Nicolas Sarkozy a proposé donc des accords de branche dimanche soir. Il leur donne 2 mois aux partenaires sociaux. Le rôle de l'État aussi important. Allez-y, Marine Le Pen. Le problème, c'est que je crois que ce dialogue social est juste épouvantable en France. Et pour une raison quand même assez simple, c'est qu'il n'y a pas de syndicats représentatifs libres. Voilà. Donc la première chose à faire pour avoir une véritable démocratie sociale, c'est permettre la liberté de création de syndicats. Casser le monopole. Ou casser le monopole des 5 centrales de 1946. Vous appelez libre, c'est quoi libre? Mais libre, c'est-à-dire qu'un syndicat, comme un parti politique, se crée, se présente, s'il a des adhérents et qu'il est représentatif, il est autour de la table et il est reconnu. Parce qu'à un moment donné, on voit bien que cette restriction de l'offre syndicale entraîne 7% de syndiqués en France. Alors moi, je crois beaucoup au dialogue social. En Allemagne, 30. Je crois énormément au dialogue social. Et je crois que les relations qui d'ailleurs sont beaucoup plus troubles que ce qu'on dit. Elles ne sont pas obligatoirement des relations d'hostilité systématique entre les syndicats et le patronat. Parfois, on arrive à tomber d'accord, surtout dans les grandes entreprises. Bon. Mais la création de syndicats libres sera le moyen de faire avancer la qualité du travail dans l'entreprise. Voilà. Moi, je crois profondément à la qualité. Je crois au chemin dans l'entreprise. Et ça, c'est vrai que ce sont des choses qui sont immatérielles, mais qu'il faut se poser comme question. Avant, quand on entrait dans l'entreprise, c'était un chemin
de vie. On savait quel était le chemin. On se mariait un peu quand même avec l'entreprise. On avait une visibilité à long terme. Aujourd'hui, c'est vrai que l'ultra-précarisation qu'on veut nous vendre d'ailleurs à tout coin de rue, eh bien, crée une inquiétude et d'abord des vraies difficultés de vie personnelle pour les salariés, les emprunts, mais également une inquiétude sur l'investissement qu'il va mettre dans l'entreprise. Comment est-ce que je m'investis dans un mariage si on me dit oh bah tu sais il y a de grandes chances pour que dans un an ils partent? Bah c'est sûr qu'on n'a pas tellement envie de s'investir effectivement. Or je crois moi que les salariés sont attachés à leur entreprise, qu'ils participent de la richesse de l'entreprise. Et pourquoi je vous dis ça? Et parce que je l'ai mis en place ça dans mon projet. Pourquoi j'ai voulu créer une réserve légale de titres de 15% d'actions ou de parts sociales pour les employés? Parce que je pense, sans droit de vote, il ne s'agit pas d'avoir un droit de vote, mais il s'agit de dire... Pourquoi ne pas leur donner le droit de vote, justement, quitte à les associer complètement? Parce que ça n'est pas le sens de ma démarche. Ouais. Le sens de ma démarche... C'est la répartition de la richesse. Voilà, le sens de ma démarche, c'est de dire l'entreprise n'appartient pas seulement au capital. L'entreprise appartient aussi aux salariés, aux travailleurs. Or, ce que je dis, c'est que... Non mais d'accord, mais ce que je dis, c'est que ces parts vont être distribuées... Les scopes dont on a beaucoup parlé à l'occasion de Sifrance, non mais ça vous plaît ou pas le modèle? Attendez une seconde. Non, la différence avec ma proposition et ce qui a été fait avec la participation... Ou l'intéressement, c'est que ça n'entraîne pas une baisse du résultat de l'entreprise. Parce que la participation se fait en amont et par conséquent, elle baisse la valeur de l'entreprise. Or, le fait d'avoir une réserve légale de titres qui soit distribuée à part égale à tous les salariés qui sont dans l'entreprise, sur quelle base? Sur la base du salaire? Sur une base numérique? Non. Numérique. Il y a 100 personnes dans l'entreprise, vous divisez par 100. Exactement, on divise par 100, parce que je crois que chacun à son niveau, justement, et ça c'est quelque chose qui est capable de réconcilier, si vous voulez... Donc ça vous allez l'imposer? Oui, je vais l'imposer. D'accord, à toutes les entreprises françaises? Sur un certain temps, oui, sur un certain temps. Y compris au PME, PMI, c'est-à-dire que... Et donc ça diminuera la mobilité? Non, il est évident que... Dès qu'il y a 5 personnes... Il est évident qu'on va commencer évidemment par un salarié qui aura des titres de son entreprise. Par les grandes entreprises. Alors d'abord, action sur le pouvoir d'achat. Oui, mais... Deuxièmement, action psychologique sur l'appartenance de l'entreprise, qui en partie appartient à ceux qui y travaillent. Il peut changer facilement d'entreprise ou pas, ce salarié qui a des titres? Oui, parce que c'est au moment M. Mais il ne les conserve pas en sortant de l'entreprise. Comprenez-moi bien. Il n'est pas propriétaire à titre individuel. C'est une propriété collective. Tous les salariés qui sont présents dans l'entreprise au moment de la distribution, eh bien, se voient, recevoir leur part à part égale. Si le salarié part de l'entreprise, il ne la valorise jamais. C'est un peu le principe des scopes. Vous savez, dans une scope ou dans une coopérative, il y a ce qu'on appelle une réserve impartageable qui est attachée à l'outil de production, qui n'est pas distribué. Mais là, finalement, c'est valorisé par qui et pour qui? C'est-à-dire, si vous voulez, encore une fois, c'est l'idée. Il faut bien voir à quoi ça correspond, cette idée. L'idée n'est pas uniquement de donner un pouvoir d'achat comme pour les participants. Non, mais j'ai compris. L'idée, c'est pas empêcher, si vous voulez, de pas dévaloriser l'entreprise, mais permettre de dire à un salarié, au-delà de votre salaire, vous allez venir à la répartition du produit, de la richesse de l'entreprise, tant que vous êtes salarié. Mais ça n'a pas d'incidence sur les actions, sur la géographie du capital. C'est donc une distribution du revenu de l'entreprise et pas de ses actions ou de ses parts sociales s'il s'agit d'une SARL. Ah non. Évidemment, il y a une influence sur la répartition du capital. 15% du capital, pas brutalement, pas du tout. Non, mais c'était ma question, Madame Le Pen. Comment ça se valorise? Parce que moi, si je suis propriétaire d'actions dans une entreprise, si j'ai envie de les valoriser, je peux les vendre. Mais est-ce que c'est le cas, là, dans votre scénario? Non. Ah oui, mais alors quel intérêt? C'est propriétaire à titre un peu honorifique, pardon, là je comprends pas. Si on peut pas en user. Est-ce que je gagne? Attendez, des dividendes, c'est la distribution. C'est psychologique. Des dividendes, ils viennent à la... on perçoit des dividendes, les revenus des actions, s'il en existe. Oui, c'est une sorte d'usufruit en quelque sorte. Voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire que la nue-propriété appartient collectivement aux salariés et l'usufruit appartient aux salariés qui sont présents dans l'entreprise au moment de la distribution. On ne peut pas se les revendre. Ça ferait de la mobilité.
Oui, simplement un mot. J'ai plutôt intérêt à rester là où je suis à partir du moment. Oui, d'accord, mais à ce moment-là, on peut dire que plus on appauvrit un salarié, plus il a intérêt à rester dans l'entreprise et à se faire tout petit pour pas être viré. Bon, je suis pas sûr que ce soit la vision que je développe. Juste avant, Marine Le Pen, vous dites on va l'imposer si vous arrivez au pouvoir. Ça veut dire quoi? L'État aura un rôle de plus en plus important dans le cadre des relations au sein de l'entreprise. Les accords de branche, par exemple, proposés par Nicolas Sarkozy, qu'il souhaite mettre en avant un petit peu pour s'inspirer de l'Allemagne. Vous y croyez ou pas, ce système? Accord de branche ou accord d'entreprise? Monsieur, je crois à l'économie libre. Oui. Je pense que... c'est pas avec l'État qu'on... Mais là, c'est une loi. Ça ne peut parce que je pense qu'il n'y a rien se joue sans règle du jeu. Voilà. Ça n'existe pas. Encadré, quand même. Quand on lit votre programme, c'est très encadré pour une économie. Oui, mais nous sommes en situation de crise, monsieur. C'est ça l'État. L'État stratège, c'est celui qui est capable de se déployer quand il pense qu'il y a... L'Allemagne, le fameux modèle allemand qu'on met en avant, qui est également en crise, qui a créé 1,5 million d'emplois depuis cette crise, ils ont pu faire des accords de branche, des accords d'entreprise. Oui, et l'État allemand n'était pas forcément là. Il a donné le mouvement. Le modèle allemand n'est pas mon modèle. Le modèle où les gens ont des salaires de 300 € avec lesquels ils ne peuvent pas vivre, c'est pas mon modèle. Madame Le Pen, voilà. Dans votre programme, vous mettez des règles quand même dans beaucoup d'endroits, y compris tout à l'heure, on en reparlera. Il y en avait zéro, monsieur, excusez-moi, il faut bien en réintroduire. D'accord, mais vous allez bloquer les prix sur un certain nombre de produits, vous allez intervenir dans les négociations entre les marques et les distributeurs. Vous savez quoi, Richard Caillat de ECO, le pouvoir d'achat, notamment ces 200 € supplémentaires pour ceux qui gagnent moins de 1 500 €, on va y revenir dans un instant. Il y a énormément d'interventions. On va laisser passer les infos, parce que ça passe très très vite. C'est-à-dire que pas vraiment une économie libre. Moi, très entre nous, encore une fois, un État stratège qui lutte contre les ententes et les abus, je pense que c'est son rôle, il ne l'a pas fait. C'est juste sur la qualificative d'un État libre, d'une économie libre. Non, il y a beaucoup de règles dans ce que vous voulez initier avec un État surpuissant. Non, parce que je vous dis qu'en réalité, en laissant la loi de la jungle, on a créé les conditions d'une concurrence déloyale. Le rôle de l'État, c'est de recréer les concurrences. Richard, ne relance pas. Voilà, Richard Caillat, on va le entendre avec Gilles Attaf, avec Pascal Perrix, Sandra Anlard. C'est très rythmé, c'est très bien. Merci de jouer le jeu, tous, toutes et toutes. Fabrice Lundi. Et ce soir, face aux entrepreneurs, pendant encore une vingtaine de minutes, c'est Marine Le Pen, présidente et candidate du Front National, face à nos 4 entrepreneurs, chefs d'entreprise, Gilles Attaf, Richard Caillat, Sandra Anlard, Pascal Perry. La question du pouvoir d'achat également, et c'est Benaouda Abdeldaïm qui nous l'a rappelé tout à l'heure, pour moment de résumer ce programme économique du Front National. L'augmentation des salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC. 200 € net, voilà ce que vous proposez, vous Marine Le Pen. Hausse qui pourrait se faire grâce à une exonération de charges sociales du même montant. C'est qui va se faire grâce. Si vous êtes élu, oui c'est ça, qui se fera. Si vous êtes élu, pour l'instant je parle au conditionnel, pardonnez-moi évidemment, le scrutin n'est pas terminé. Hausse qui pourrait se faire grâce à une exonération de charges sociales du même montant assumée par l'État et une mesure qui serait financée par une contribution sociale sur l'importation. Vous avez fixé à 3% sur l'ensemble des biens et des services importés en France, qui rapporterait, dites-vous, 74 milliards d'euros. Richard Caillat, qui connaît bien les questions de consommation, puisqu'il est la tête de AICO, groupe de communication spécialisé dans la grande distribution. Je vous écoute. Alors déjà, dans le quotidien des Français, c'est-à-dire quand on fait ses courses, vous proposez 2 mesures phares. Vous dites que vous allez vous occuper de la grande distribution. Alors on est déjà dans le pays au monde où c'est le plus régulé. Après la loi Galland, la LME, vous allez intervenir sur les centrales d'achat et les grands distributeurs. Et 2, vous allez fixer les prix d'un certain nombre de produits, vous dites essentiels, le lait, le beurre, les œufs, etc. Donc ça paraît aujourd'hui complètement irréaliste, en tout cas réalisé. Donc comment vous faites et comment vous intervenez sur la grande distribution? Alors d'abord ce qui est réaliste, c'est de voir des gens faire la queue derrière les poubelles du marché pour aller chercher des choses. Mais comment vous bloquez les prix de produits aujourd'hui? Voilà. Donc quand il y a des produits, oui, les produits de première nécessité, si... Mais comment vous bloquez les prix, Madame Le Pen? Les blocs... Mais comment vous faites si le fabricant de beurre a ses frais qui montent, il a l'énergie qui lui coûte de plus en plus cher, le transport lui coûte de plus en plus cher, vous dites, vous ne montez pas le prix du beurre? Ce sont des négociations qui se font au niveau... C'est pas une négociation, ça, si vous bloquez le prix, permettez-moi, écoutez, moi je veux bien mais on va parler de la grande distribution, il faudrait 1 heure. Non, mais là je vous parle de bloquer les prix. Je vais vous dire, la grande distribution... Non, là vous bloquez les prix, je ne parle pas des distributeurs. Je parle même des fabricants. Comment vous bloquez les prix? On les bloque au niveau des distributeurs. Et après avoir discuté avec les producteurs, dont on s'apercevra d'ailleurs au passage que si on voyait les marges qui sont faites par un certain nombre de grands distributeurs par rapport aux producteurs, on s'apercevrait qu'il y a juste légèrement un tout petit excès qui fait que les producteurs, les éleveurs, les producteurs de lait, les petits industriels sont comme ça par la grande distribution. Marge avant, marge arrière, j'en passe. Vous connaissez tout ça probablement.
probablement beaucoup mieux que moi. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a mis en place des conditions de abus de position dominante, dirons-nous. Alors qu'est-ce que vous faites sur les centrales d'achat? D'abord, il faut faire un diagnostic. Je pense que la grande distribution a tué 1 million d'emplois dans le petit commerce dans notre pays. Bah oui, mais c'est la réalité. Ouais, d'accord, mais les distributeurs aujourd'hui, ce sont les premiers employeurs, ce sont les premiers contributeurs fiscaux dans les entreprises, dans les régions, dans les pays. Non, écoutez, vous pouvez pas faire des opérations aussi. Non, parce qu'un magasin avec 2 employés, si vous rapportez ça au nombre de mètres carrés d'une grande distribution, qui est à côté, il emploie des gens, madame. Non, mais il emploie évidemment, il emploie des gens. Il paye beaucoup d'impôts. Il paye beaucoup d'impôts localement, le supermarché. Le patron de Système U, il fait travailler. Non, mais d'abord. Et il paye beaucoup d'impôts, Serge Papin, et des groupes comme Casino, Leclerc, etc. Ce sont des gens qui contribuent énormément fiscalement dans les régions. Écoutez, permettez-moi. Et qui emploient beaucoup de monde. Il y a de la grande distribution qui égorge les producteurs. C'est pas ils les font vivre, c'est qu'ils les maintiennent à ce niveau-là et eux se font des marges de plus en plus importantes et ils réclament des baisses de marge de plus en plus importantes. Si vous regardez les résultats des groupes de distribution et vous les comparez aux résultats des groupes agroalimentaires, donc moi je veux rien, je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux recréer la concurrence. Je pense qu'il n'est pas sain d'avoir de la grande distribution dans des conditions de... Il y a une solution, Pascal Perry. Madame Le Pen, c'est l'abaissement du seuil de concentration. Oui, mais bien entendu, et j'étais contre la loi LME qui a permis d'ailleurs d'ouvrir des magasins, des filiales de grande distribution dans les centres-villes. Je suis contre cela. Voilà, je veux que renaisse le petit commerce. Pourquoi aussi? Parce que je n'ai pas qu'une vision commerciale, permettez-moi. J'ai aussi une vision de vie des centres-villes qui ont besoin de vivre, le contact social, etc., etc. Or, je m'aperçois que la grande distribution, non seulement a capté une partie des bénéfices qu'elle a tirés, elle, de l'importation de produits dans notre pays, mais que deuxièmement, les ententes captent une partie du pouvoir d'achat des Français et que les ententes ne sont pas sérieusement combattues. Moi, quand il y a des ententes de téléphonie, où quand même les groupes se sont fait 3 milliards de bénéfices grâce à ces ententes, et qu'on les condamne à 300 millions d'amendes, eh bien, tant qu'on n'aura pas mis en place les conditions pour que la sanction permette qu'ils obtiennent 0 bénéfice de leur fraude. Quelle sanction, alors? Qu'est-ce que vous proposez? Le niveau du bénéfice issu de la fraude. Ah, ça fait une grosse amende. Ah oui. Eh bien, croyez-moi, ils ne recommenceront pas 2 fois. C'est dissuasif. Pascal Perry. Il y a, vous savez ce que... Et les consommateurs, derrière, c'est eux qui ont payé les ententes. Il faut quand même le savoir. Vous savez, Madame Le Pen, qu'il y a des dépenses que les économistes qualifient de dépenses contraintes, préengagées. Électricité, transport, mutuelle, etc. Si vous étiez président de la République, vous seriez en même temps la dirigeante ou l'actionnaire principal, comme représentante de l'État, d'EDF, notamment, et la SNCF. Ces dépenses contraintes, elles augmentent beaucoup plus vite que le rythme de l'inflation et beaucoup plus vite d'ailleurs que les prix de la grande distribution. Est-ce que vous imposeriez une diète économique à ces entreprises? Est-ce que vous les obligeriez, et comment, à rendre l'avantage du monopole aux consommateurs? Oui, enfin, la réalité, c'est qu'on a augmenté les prix, surtout quand on a procédé à des débuts de privatisation. Où? Voilà. EDF, c'est 85% l'État. Oui, la SNCF, 100% l'État. D'accord, mais l'EDF, on s'aperçoit que le prix n'a jamais monté aussi vite que quand il y a eu des privatisations. Mais il n'y a pas eu de privatisation. Parce qu'en réalité, il y a une non, mais le problème, c'est que l'État... Pas privatisation, ouverture concurrence, sur le marché international. C'est ça. Non, mais vous parlez de privatisation. Oui, non, mais ouverture à la concurrence, en quelque sorte. Ouverture à la concurrence. Mais sur le marché français, pardon, Fabrice. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on nous explique pourquoi, quand on ouvre à la concurrence, plutôt que de faire baisser les prix, ça les fait monter. Voilà, moi, je voudrais juste qu'on m'explique ça. Alors, non, mais je ne comprends pas ça. Spécialiste des prix. C'est une affaire de bonne taux, puisqu'on a obligé. En fait, EDF a fait pression, vous le savez comme moi, au Parlement, pour que le prix de cession de son électricité d'origine nucléaire aux nouveaux entrants, notamment, soit très élevé. On est dans un marché où le prix de gros est supérieur au prix de détail. Tout le monde comprend, sans avoir fait de l'économie, que ça peut pas marcher. Mais il n'y a pas de concurrence en France, puisque sur 31 millions de consommateurs, il y en a 30 qui sont encore aujourd'hui à EDF. Vous faites quoi, là? Vous bloquez les prix? Eh bien, moi, gaz, électricité, transport? Et pourquoi pas? Ah non, mais c'est une question que je vous pose. Moi, je suis pour un État stratège. Je pense que stratégiquement, il y a des secteurs qui ne doivent pas obligatoirement être soumis à la rentabilité. Parce que ces secteurs, ils sont la raison de l'égalité d'accès à un certain nombre de services qui nous apparaissent comme essentiels aux citoyens. C'est le cas, effectivement, du transport, c'est le cas de l'électricité. Il est sûr que si
on laisse le concept de la rentabilité entrer dans ces secteurs stratégiques. Le pylône qui sera tombé au fin fond de la montagne, on n'ira pas le réparer parce qu'il coûte 4 millions. Et si c'est pour aller donner de l'électricité à 3 vieilles qui sont dans des hameaux, on ne le fera pas. Bon. Marine Le Pen, EDF doit-elle avoir des activités à l'international, aller chercher, conquérir des marchés internationaux, tout comme la SNCF également, qui a un savoir-faire et qui cherche justement... Bien sûr, elle a le droit de le faire, mais elle ne le fait que grâce à l'État d'ailleurs. Et à un moment donné, il faut quand même le rappeler, que tous ces grands marchés ne sont en réalité acquis que grâce à l'État. Quand Total, permettez-moi, quand Total va à l'international... Si l'État était derrière, Bruxelles ne laisserait pas faire. Quand Total va... Mais je me moque de Bruxelles. Bah oui, mais n'empêche, ils sont là. Mais non, ils ne seront pas là. Parce que moi, si les Français m'élisent, c'est pour que je dise à Bruxelles, écoutez, ça vous plaît pas, c'est le même prix. Voilà. Moi, je suis là pour sauver mon pays, pas pour me soumettre à Bruxelles. On sera condamnés. Non, mais écoutez, on sera en procédure. Ils vont nous faire quoi? Ils vont nous envoyer chars? Non, ils nous retireront les allocations, les aides, les fonds structurels. C'est notre argent qu'on leur verse et qui nous rendent. Et encore, ils en gardent 7 milliards au passage. C'est facile de dire on s'affranchit de Bruxelles. Il y a des règles qui sont là. C'est pas facile. Parce que si c'était facile, tous les candidats vous le diraient. Alors si vous voulez rester dans le carcan de l'euro et de Bruxelles, vous allez avoir le choix. Il y a Bayrou, Eva Joly, Sarkozy, Hollande, Mélenchon, tous veulent rester dans ce carcan-là. Moi, je dis que rien n'est possible. Je voudrais Parce que moi je dis que rien n'est possible si on sort pas de ce carcan. Voilà, c'est clair, je l'ai dit, je me suis pas caché de ça. Non mais attendez, il y a le Sinon, je peux rien faire. En un mot, pardon, Madame Le Pen. Je ne peux pas mettre le Small Business Act. Je ne peux pas créer. Ah non, l'Union européenne l'interdit. Je ne peux pas donner un avantage. Vous ne pouvez pas mettre la taxe de 3%. Je ne peux pas mettre la taxe de 3%. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Et d'ailleurs, il faut que je soumette mon budget à Bruxelles pour qu'ils me disent si j'ai le droit de le faire voter en l'état. Donc vous interdisez à EDF d'aller à l'international. Donc je suis une. Pardon. Donc vous demandez à EDF de ne pas aller à l'international. Mais ça n'a rien à voir. Encore une fois, pourquoi est-il contradictoire d'avoir des services publics dont l'État parce que Mme Le Pen, pour être compétitif à une échelle internationale, on est obligé de gagner de l'argent à un moment donné pour aller dans des nouveaux marchés, pour investir, pour être compétitif, pour avoir des entreprises qui rayonnent. Et pour proposer il faut gagner, il faut faire des à bas prix pour le consommateur. Le problème, c'est que gagner de l'argent, c'est bien. Faire des profits pour réinvestir, c'est la règle de l'économie. C'est la base du chef d'entreprise. Total, qui n'obtient à l'étranger des contrats que grâce à l'action de l'État français et qui fait des milliards de bénéfices, a payé 0 impôt en France en 2009. Est-ce que vous croyez que c'est normal ? Mais c'est pas normal, mais est-ce que vous pensez que c'est uniquement pour des pensées mal fondées? Total se bat avec qui? Total se bat face à des groupes qui ont quelle pratique, Madame Le Pen? Total, discutez avec de Margerie, il vous expliquera qu'il se bat avec des groupes notamment américains qui ont des pratiques auxquelles les groupes français, si on veut lutter, parce que si on veut fermer Total... Des groupes américains qui font du protectionnisme, qui font du patriotisme économique. Mais si on veut se battre à cette échelle-là, ou alors, c'est ce que je vous disais, on revient sur le territoire français, on se bat plus avec Exxon, dont on annonçait tout à l'heure les 35 milliards de dollars de profit, on se bat plus avec ces gens-là, on reste entre nous. Est-ce que j'ai l'impression que vous nous rêvez un peu comme une grande Suisse. On est entre nous avec notre monnaie, notre économie. D'abord, la Suisse est un pays exportateur déjà. Bon, mais non, mais c'est pas grave. C'est un pays qui se mêle de rien. Ça peut arriver. Non, mais c'est pas un mauvais exemple. C'est un pays qui s'occupe d'abord de lui, qui se mêle de rien. Regardez leur balance commerciale, vous serez étonnés, honnêtement. Oui, mais d'accord, mais il y a les services financiers aussi. Attention, bon. La Suisse vous inspire. Mais non, ça n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, encore une fois, je ne crois pas qu'il faille faire un choix entre le marché intérieur et les exportations. Ce que je vois, c'est qu'on abandonne le marché intérieur au bénéfice d'aide à des grandes entreprises qui, certes, obtiennent des contrats, mais qui, moi, en France, ne créent pas d'emplois et ne payent pas d'impôts. Alors justement, comment vous allez aider les PME aujourd'hui? Comment vous allez aider les PME, justement, par rapport aux grandes entreprises qui aujourd'hui... Alors d'abord, il y a deux choses. La première chose, c'est de les financer, les PME, parce qu'elles sont en rupture de financement. Elles ont un problème phénoménal. Moi, je débloque 10 à 12 milliards par l'intermédiaire de la mise en place d'un fonds qui va être financé par les 50 plus grosses capitalisations boursières. Ils ne perdent pas de l'argent, ils l'investissent dans un fonds de PME-PMI. Sur 5 ans. 15% de leurs profits remboursables en 5 ans. Exactement. Bon, ça va débloquer 10 à 12 milliards par an pour financer les PME-PMI. C'est donc pas les 1 milliard de Nicolas Sarkozy, c'est beaucoup plus que cela. Ces grands groupes vont rester en France, à votre avis, quand ils vont être imposés à cette phase c'est pas une sollicités à cette hauteur? Attendez, ils vont pas être imposés. Ça n'est pas un impôt, ça n'est pas une taxe, ça ne les dévalorise pas puisque c'est un investissement. Et ils ne perdent pas la propriété de leur argent. Donc non, je crois que ça manque de trésorerie, disons. Ça n'entraînera... Oui, enfin...
je crois pas que eux aient des énormes problèmes, en l'occurrence, de trésorerie. En revanche, ceux qui créent de l'emploi, les PME, PMI, les TPE, eux, ils ont des problèmes de trésorerie. Alors, il faut absolument les financer, et je pense que c'est plus intelligent de le faire comme je le propose. Bon. Une sorte de réserve légale de réindustrialisation pour les PME et les PMI. Il y a un autre problème, c'est le seuil des PME de 250 personnes. Voilà, il y a un moment donné, on n'arrive pas à faire des grosses PME, parce qu'aussi, qu'est-ce que vous voulez, on ne permet pas aussi aux gens, aux chefs d'entreprise, de pouvoir réaliser sa plus-value une fois dans sa vie. Moi, je crois qu'il faut l'autoriser. Il va peut-être falloir revoir l'amendement Charras et autoriser une fois à réaliser la plus-value. Parce que au bout de 250, une entreprise de 250 personnes, le chef d'entreprise, il est épuisé, il est fatigué, il a envie de profiter, de s'acheter une maison ou un... Il a souvent investi son argent. Il a investi son argent, il a aussi envie, à un moment donné. Et souvent à ce seuil critique, permettez-moi, ils vont à un grand groupe, souvent fatigués, ils vont à un grand groupe. Mal. Il y a une perte de savoir-faire et une perte d'innovation parce qu'on sait très bien que les grands groupes ne développent pas les innovations. Donc là, vous lui proposez quoi alors ? Comme elles pourraient les faire. Je crois qu'il faut revenir sur l'amendement Charras pour autoriser au moins une fois dans la vie du chef d'entreprise de pouvoir bénéficier de l'avantage, si vous voulez, de constituer une holding et de... oui, c'est... Aujourd'hui, c'est possible. Et vous tiens, Gilles Attaf, à la tête de Smuggler, il y a combien de salariés ? C'est pas déductible. Le groupe, 150 personnes, dont 120 à la production. Voilà. Et puis, il y a tout, excusez-moi, et puis il y a tout l'aspect fiscal, et je terminerai... Alors, attendez, moi, j'ai une question fiscale sur les PME, parce que c'est intéressant. Gilles Attaf, très rapidement, dans un instant, et on terminera avec la fiscalité, la formation et les retraites. Tout ça évidemment en 5 minutes. Vous allez me dire c'est pas possible, mais si, on va y arriver. Merci Marine Le Pen, à tout de suite. On va gratter un petit peu. Oui, BFM Business, face aux entrepreneurs, Fabrice Lundy. Oui, et ce mardi soir, 31 janvier, c'est Marine Le Pen qui a accepté d'être la première invitée de Face aux entrepreneurs. Il nous reste très très peu de temps. On a balayé un certain nombre d'aspects du programme du Front National. Apparemment, on n'est pas tous d'accord avec ce programme, beaucoup de controverses dans ce studio. Gilles Attaf est avec nous. Gilles Attaf, on va le rappeler, c'est le PDG de Smuggler, qui fabrique des costumes à Limoges, dans le département de la Haute-Vienne. Il n'a jamais délocalisé et il est fier de produire en France. On vous écoute justement sur les aides aux PME. Alors les aides aux PME et surtout sur le taux d'imposition variable dont vous parlez. Vous parlez de la taille de l'entreprise. Alors moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par taille de l'entreprise, parce que est-ce que c'est le chiffre d'affaires, est-ce que c'est le nombre de salariés? Parce qu'aujourd'hui ce qui est important quand même c'est de créer des emplois, donc de privilégier les entreprises qui emploient beaucoup et pas celles qui obligatoirement font le plus de chiffre d'affaires. Ce sera probablement un mixte des deux parce que je partage évidemment cet objectif. Donc je rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas cette proposition, que d'abord je propose la fusion de l'IS et de la CET, avec alors là pour le coup c'est une idée prise en Allemagne, donc avec un taux 20% pour la part de l'État et le reste pour les collectivités territoriales. On va le rappeler, c'est ce qui a remplacé la taxe professionnelle. Je voudrais aussi, parce que vous avez tous des grosses entreprises et je vous en félicite, mais il y a quand même aussi les TPE. Les TPE, l'artisanat, qui crée quand même beaucoup d'emplois dans notre pays. C'est la première, l'artisanat, premier employeur de France. Et je tiens quand même à leur dire que jusqu'à présent, ils subissaient une taxation de leurs bénéfices qui était englobée en fait dans l'impôt sur le revenu. Donc ils se retrouvaient avec un taux qui allait jusqu'à 41% et même parfois plus 3, plus 4 points. Donc je crois qu'il faut séparer ça et qu'il faut permettre aux TPE d'être soumis à l'impôt sur les sociétés avec justement la progressivité de l'impôt dont je rappelle qu'elle est de 15, 25 et 34%. Donc très différent de ce que propose François Hollande, qui lui propose des modifications mais qui sont tellement dérisoires qu'elles n'ont absolument aucun sens. Qui va être à quel niveau ? Simplement, quand on grossit, quand on devient une entreprise qui réussit, qui embauche, et qu'on arrive au seuil des 250 salariés, est-ce qu'on a intérêt vraiment à grossir pour passer à la catégorie suivante et d'être surimposé ensuite ? Non, mais enfin, je veux dire, quand on est déjà à 250
salariés, c'est qu'a priori on se porte bien. Ce qui est triste, c'est qu'encore une fois, on se fasse englober dans un grand groupe qui va tuer toute innovation, volontairement d'ailleurs, parce que vous êtes un concurrent. Pourquoi les grands groupes tuent toute innovation? Je comprends pas du tout. Ils travaillent pas avec les entreprises. Non, mais on s'aperçoit. Non, parce que excusez-moi, mais ça c'est la jurisprudence. On s'aperçoit que d'abord il y a des effets comment dire, où le grand groupe achète l'entreprise pour en réalité tuer l'innovation parce qu'elle est en concurrence avec la sienne et qu'il a développé la sienne. Oui, ça arrive tout le temps, et c'est un gros problème d'ailleurs d'innovation dans notre pays, de brevets dans notre pays, c'est qu'il y a un certain nombre de brevets qui sont étouffés par les grands groupes. Bon, ça on le sait. Et deuxièmement, on s'aperçoit que les grands groupes développent moins bien souvent les innovations que ne le font les PME. C'est ainsi. Pascal Perry, à la tête du cabinet PNC. Alors Sandra, oui, tout le monde veut parler. Sandra, voilà, moi, je suis pas du tout d'accord. Directrice générale d'entreprise et personnel. D'abord parce que je pense que c'est un peu archaïque de considérer qu'il y a la grande entreprise et la PME à côté, etc. Je crois qu'aujourd'hui, travaillent ensemble, il y a des réseaux, non? Un concept d'entreprise étendue qui fait que sur des territoires, il y a des les rapports entre les sous-traitants et les sociétés en France. Alors là, pour le coup, sont quand même à améliorer. On a parlé du Rafale de Dassault Aviation tout à l'heure. Il y a toute une économie qui se crée autour du Rafale. Les PME travaillent pour les oui, écoutez, permettez-moi, mais si on construit 18 Rafales en France... peu importe, déjà pour ces 18 Rafales, il y a tout à... Mais Fabrice, il n'y a pas que Rafale. Toutes les grandes entreprises françaises font travailler les PME. Non mais Richard Caillat, je cite Rafale parce que c'est l'actualité du jour, c'est tout, mais j'aurais pu citer... Et le pôle de compétitivité, c'est l'alliance à la fois de PME, de grands groupes, et l'innovation, c'est là qu'elle se passe. On a l'impression que vous mettez des barrières. Je suis d'accord. C'est dans la collaboration. Bien sûr. Oui, non mais ça, d'accord. Ça, c'est tout ce qu'on espère. Mais on voit bien quand même que les relations entre les entreprises allemandes et leurs sous-traitants et entre les entreprises françaises et leurs sous-traitants sont quand même différentes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les entreprises françaises sont contraintes par un système qui les pousse à réclamer en permanence le moindre coût. Le moindre coût. Or ça, incontestablement, ça n'est pas poussé à l'innovation. Oui, et ben en Allemagne, les entreprises, ils protègent plus. Vous dites tout à l'heure que les salaires sont bas. Non, mais on parle pas des salaires, monsieur. On parle des rapports entre les entreprises et leurs sous-traitants. Oui. Je veux dire, dans les rapports entre souvent, les entreprises allemandes défendent plus leurs sous-traitants que ne le font les entreprises. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est salaires trop bas. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, madame. D'accord, monsieur, mais honnêtement, les sous-traitants français ne font pas non plus des manifestations pour féliciter ceux avec qui ils travaillent, parce qu'on leur demande en permanence le moindre coût, et vous le savez bien, parce que nous avons des problèmes de compétitivité, parce qu'il y a des problèmes de fiscalité. Je ne dis pas que c'est de la faute de l'entreprise. Je ne dis pas c'est la faute de l'entreprise. Je vous décris une situation qui est liée, qui est la conséquence de plusieurs effets qui sont, en l'occurrence, cumulatifs. Bon. Pascal Perry. Sur la fiscalité. La TVA sociale, on n'a pas parlé. Si, je vous ai demandé tout à l'heure ce que vous en pensiez, les annonces de Nicolas Sarkozy, notamment. Non, mais moi, il y a juste un... Non, mais excusez-moi, vous êtes des chefs d'entreprise. Il y a quand même quelque chose que j'ai pas compris. Alors, si vous pouvez me l'expliquer, ça va m'arranger. C'est qu'on nous dit que, en réalité, il va y avoir... la TVA sociale va représenter 2% de moins sur à peu près un tiers du coût. C'est ça? 2% de moins sur... les salaires, c'est à peu près un tiers du coût, à peu près, en moyenne. C'est variable selon les... Enfin, en moyenne. Selon les secteurs. En moyenne. Il s'agit simplement de baisser la part... Oui, non, mais ça, j'ai compris ça. D'accord, mais vous ne trouvez pas d'ailleurs. Mais le président de la République a dit. Excusez-moi, mais le président de la République a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation des coûts. Ça veut donc dire qu'il va falloir rogner sur les marges, des prix. Il va donc falloir rogner sur les marges. Il estime qu'il faudra jouer sur que la concurrence, que vous jugez d'ailleurs insuffisante, va produire. Écoutez, moi j'ai fait le calcul. Votre question. Écoutez, moi j'ai fait le calcul. L'effet, c'est que la perte du chiffre d'affaires est supérieure à l'effet du gain. Voilà. Alors, je vous le dis, si les prix des produits n'augmentent pas, les entreprises vont rogner sur leurs marges plus qu'elles ne profiteront des allègements qui leur ont été accordés. Si les prix n'augmentent pas, c'est ce qu'a dit le président de la République, je vous signale, hein, ça veut dire que les prix vont augmenter. Pascal Perry, allez-y, votre question. Deux questions pour terminer. Un des problèmes que vous avez évoqué, c'est celui du financement des entreprises. On finance les entreprises avec l'épargne. Est-ce que vous savez aujourd'hui quel est le taux de pression fiscale qui pèse sur l'épargne en France? Ça doit être 40... C'est 40%. C'est le taux le plus élevé pratiquement des pays européens. Oui, on est loin de l'ultralibéralisme. Quand on taxe l'épargne, la spéculation à 40%. Si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous améliorez la situation fiscale de l'épargne? Je pense surtout qu'il faut dériver l'épargne vers l'investissement dans les PME, PMI par des incitations fiscales. Et d'ailleurs, on pourrait même le faire pour l'ISF. Après tout,
Voilà quelque chose qui serait peut-être intéressant. Vous faites quoi de l'ISF, vous, Marine Le Pen? Ce serait peut-être intelligent de pouvoir pousser ceux qui payent l'ISF à plutôt investir dans des fonds de soutien aux PME, PMI par des effets incitatifs. Oui, il y a déjà en partie, oui, mais... Qu'est-ce que vous faites, Madame Le Pen, sur les autorisations de licenciement? Parce que vous dites que vous allez... Bonne question. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez encadrer le droit à licencier? Vous savez, monsieur, vous voulez tout encadrer. Vous savez, monsieur, ce que je crois. Vous savez, monsieur, ce que je crois, c'est qu'on a un droit du travail, et je suis pas sûr qu'il faille le bouleverser, contrairement à ce qu'on pense, en situation de crise. Il y a toute une série de choses qu'il faut pas trop bouleverser sur un organisme qui est affaibli. C'est d'ailleurs le cas de la TVA sociale, dont je pense que elle est parfaitement inefficace, parce qu'on ne fait pas une TVA sociale sur un marché déprimé. Ça n'a aucun sens. Vous ne touchez pas au droit de licenciement. Donc je pense pour l'instant que toucher, c'est-à-dire essayer d'obtenir sans création d'emploi, parce que c'est ça la vraie question, sans création d'emploi, cette sorte de mobilité et de précarisation du travail ne m'apparaît pas positive. La meilleure chance que peuvent avoir les entreprises françaises, c'est que l'État mette les conditions, écoutez-moi, mette les conditions pour créer l'emploi. Qu'est-ce que vous faites sur le droit à licenciement? Précisément. Pour l'instant, je ne change pas les conditions du droit à licenciement. Vous parlez de plafonner les rémunérations des patrons? Pas du tout. Pas du tout. Alors vous vous trompez. Non. J'ai dit, non, mais moi je suis beaucoup plus intelligente que les autres. Permettez-moi, de temps en temps, je me fais des compliments. Mais en l'occurrence, je joue sur la déductibilité. Voilà. Il y a au-delà d'un certain montant, eh bien, on ne pourra pas déduire le salaire des dirigeants. C'est-à-dire, c'est déduire de quoi? Les déduire du résultat de l'entreprise. Et alors ça sert à quoi, finalement? C'est que l'entreprise a le droit de régler, de payer des salaires qui sont phénoménaux, assez, mais ça ne rentre pas dans les charges de l'entreprise. Richard Caillard. Alors qui paye? Au-delà d'un certain montant. L'entreprise? Si elle veut. Comment? Alors, si l'entreprise paye, ça pèse bien sur son résultat, madame. Non mais attendez, on le déduit, les salaires sont déduits. Vous le déduisez au quoi? Vous voulez plus les déduire? Les salaires sont dans les charges. Eh bien moi je vous dis qu'au-delà d'un certain niveau de salaire, au-delà de temps que je considère comme effectivement un gros salaire pour un dirigeant, eh bien le supplément ne sera pas déduit des charges. Voilà. Bon. Qu'est-ce que ça... On n'est pas... Non, là, on n'a pas été forcément convaincus, mais... Non, mais vous avez compris quand même ce que j'ai dit. Je comprends pas de quoi vous voulez le déduire. Déduire de quoi? Parce qu'il y a le chiffre d'affaires, Madame Le Pen. Non mais, monsieur... Et il y a les charges de salaire qui sont soit les charges du contrat de travail, soit les charges du mandat social. Vous évoquez le cas des mandataires sociaux. Mais tout ça, c'est déduit du chiffre d'affaires naturellement. Oui, mais justement, moi, au-delà d'un certain montant, je ne le déduis plus. Donc, ça veut dire que ça ne rentre pas dans les charges de l'entreprise et que l'impôt... C'est ce que vous voulez dire. L'impôt, ça augmente le revenu de l'entreprise et ça augmente l'impôt que paye l'entreprise. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. Bon, heureusement que vous êtes là. Hein. Les retraites. Un dernier mot. Qu'est-ce que vous faites? Parce que faut clarifier la situation du Front National. On entend Jean-Marie Le Pen, papa, qui parle de 65 ans. Vous dites 60 ans après 40 ans de cotisation. 40 annuités, oui. Alors c'est quoi? C'est 60 ou 65? C'est qu'encore une fois, je pense que... Non, mais c'est moi qui suis candidate. Hein. Oui, je sais. Donc on dit Madame Le Pen. Il vous manque. Hein. Comment? Ah non, vous dites pas des choses pareilles. Non, pas du tout. Personne ne manque. Je vous interroge comme les autres. C'est vrai, monsieur. Mais nous avons fait des efforts de compétitivité extraordinaires dont on n'a pas bénéficié. Je pense parce qu'ils ont été, parce que ces efforts ont été captés. Et notamment, je le pense, capté par la grande finance. Et il y a une mesure dont j'ai pas parlé, dont je voudrais parler quand même, parce que c'est comme ça que je vais désendetter la France, moi, au-delà de créer l'emploi et de mettre des conditions pour les entreprises de pouvoir correctement faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire créer de la richesse. Hein. Je veux pas créer de la richesse à leur place, c'est vous qui allez créer de la richesse, mais je vais vous donner les moyens de le faire. Bon, c'est de monétiser une partie de la dette et de revenir sur la loi de 73. Je pense que le public doit financer le public et le privé doit financer le privé. La loi de 73, la Banque de France pourrait être autorisée à prêter à l'État. Exactement. Bon. Et même j'ai modélisé... C'est interdit. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est interdit par les traités européens. Article 123 du traité. On revient toujours sur les traités européens, sur lesquels vous asseyez. Mais ça a été interdit par une loi française avant les traités européens, c'était en 1973. Vous joignez Mélenchon, là. Nous avons versé... Mais non, Mélenchon, il est pas pour ça, permettez-moi. Non, parce que pour être pour ça, il faut être pour la monnaie nationale. Alors, monsieur Mélenchon, il n'arrive pas, là, il est sur un pied, il n'a pas choisi sur quelle branche il allait se mettre. Mais il veut prêter en direct. Donc moi, je suis cohérente. Au moins, vous pouvez m'accorder ça. Je monétise 100 milliards par an.
45 milliards en remboursement de la dette, 45 milliards en remboursement des intérêts, 10 milliards dans l'investissement, par un investissement dans l'économie française. Voilà, ça c'est mon choix. Et je ne vois pas, parce que j'ai regardé les autres, je ne vois pas comment vous pouvez croire à des gens qui vous expliquent qu'ils vont venir à l'équilibre budgétaire en 2017, n'est-ce pas, en faisant 1,5 milliard d'économies par an. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que moi, j'ai fait le calcul, et j'ai regardé que pour arriver à l'équilibre budgétaire en 2017, il fallait 360 milliards d'austérité en 5 ans. Alors, le jour où ils vont m'expliquer comment ils font, avec leur baguette magique, moi, j'ai prévu comment je faisais. 65 milliards par an à trouver. Vous êtes fixé les objectifs de... C'est ça. En 2016, ça fait 120 milliards à trouver. Vous êtes fixé des objectifs de zéro déficit, comme les autres candidats disent. On revient à l'équilibre là en 2016 ou en 2017. Oui, c'est quoi? J'ai fait mieux que ça. J'ai le plan de désendettement qui est fait. Il est publié sur le site de ma campagne. Quelle échéance? De manière extrêmement claire. Résorption à 30% de la dette actuelle à l'horizon 2025. Là, on parle de la dette, je parlais du déficit. Et résorption des déficits à l'horizon 2015. C'est rapide. Ben oui, mais pourquoi c'est rapide? Parce que moi, je fais aussi 70 milliards d'économies. Bon, on aurait pu revenir sur les détails des mesures, mais bon. On peut dire. Mais tout est sur mon site internet, j'ai fait l'effort, j'ai chiffré tout mon programme. Je vous en supplie, allez le regarder, faites-vous une opinion. Ceux qui sont intéressants, imaginons que vous soyez élu Marine Le Pen, donc le 6 mai prochain. Probablement, certains n'accepteront peut-être pas ce choix démocratique. Il va y avoir des manifestations peut-être dans les rues de France. C'est autorisé, hein, les manifestations. Bien entendu. Bon, peut-être un peu plus que que pour d'autres candidats. Est-ce que ne peut pas y avoir une sorte de chaos en France, de manifestations? Est-ce que l'image de la France n'aurait pas à en souffrir? L'économie de la France également? Est-ce qu'elle n'aurait pas à en souffrir justement le fait qu'il y ait une présidente Front National avec des troupes peut-être dans les rues, avec peut-être une image du pays? C'est drôle ce que vous me dites parce que ça me rappelle ma jeunesse. Vous me rajeunissez. Oh ben ça me rappelle la campagne ça me rappelle la campagne présidentielle en 1980, où on expliquait que si Mitterrand arrivait au pouvoir, les chars soviétiques descendraient les Champs-Élysées, tout le monde partirait avec son bas de laine, tout l'argent serait retiré des entreprises, et croyez-moi, les entreprises se sont jamais aussi bien portées que sous M. Mitterrand. Bon, très bien, donc la France irait bien, l'économie de la France irait bien. Merci beaucoup. Marine Le Pen face aux entrepreneurs, donc premier numéro ce soir, et merci à tous les quatre, nos amis qui viennent régulièrement nous voir dans Regard sur l'actu, comme Sandra Anlard, la directrice générale d'Entreprises et Personnel, c'est l'association des DRH des grandes entreprises, Richard Kaya, groupe coté à la tête de Heiko, groupe de communication et de grande distribution. Gilles Attaf, à la tête de Smuggler, qui fabrique des costumes en France, dans le département de la Haute-Vienne. Et Pascal Perry, le stratège du low-cost, à la tête du cabinet de conseil PNC. Merci à tous. Merci Marine Le Pen. Merci à vous. À très bientôt.